Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche 20 mai. Au lendemain de l'accident dont a été victime un navire au large du Finistère, les premiers témoignages révèlent la violence du choc vécu par les passagers. À quoi ressemblait cette vague déferlante qui a touché le bateau? L'une des deux victimes qui s'est passée par-dessus bord nous raconte ce qu'elle a vécu. Plusieurs marches organisées en France aujourd'hui avec un seul et même message, mobiliser la population face au déficit de dons, de plaquettes, de sang et de moelle osseuse, et cela afin de combattre au mieux la leucémie. Une petite révolution dans le monde du téléphone portable. Dès demain, les 52 millions d'abonnés pourront changer d'opérateur en seulement 10 jours, tout en conservant leur numéro. Dans 3 semaines, le bac, pour certains candidats, l'oral est synonyme de tous les dangers. Nous verrons comment ils se mobilisent avec leurs professeurs pour affronter ce face-à-face le jour J. Enfin, du cinéma, avec Johnny Depp en pirate pour la 3e fois. À Cannes, Leonardo DiCaprio en apôtre de l'écologie. Et puis coup de projecteur sur le festival qui fête ce soir ses 60 ans. On en sait désormais plus sur ce qu'ont vécu les passagers du bateau reliant Audierne à l'île de Sein hier au large du Finistère. La déferlante a fait 19 blessés, dont 4 grièvement. Aujourd'hui, l'une des passagères qui a été projetée à la mer et qui a été élitreillée a accepté de revenir sur les circonstances de l'accident. Reportage Éric Pinault, Gabriel Camilla. C'est cette déferlante, photographiée par un passager qui a frappé l'Enessun. Le bateau qui assure la liaison entre Audierne et l'île de Sein se couche et un mur d'eau de 4 mètres précipite 2 passagers à la mer. Encore sous le choc aujourd'hui dans sa chambre d'hôpital, Catherine Collet croit alors son heure venue. Je me suis retrouvée au fond de l'eau. Je me demandais si le bateau avait coulé ou je ne voyais plus personne nulle part. Donc là, j'étais prise de panique. Je me dis, si je suis dans l'eau, tout le monde est dans l'eau. Mon fils est peut-être mort noyé, enfin l'horreur. Et je hurlais, je veux pas mourir comme ça, je veux pas mourir de cette manière, etc. Et à 50 mètres, il y avait ce monsieur qui était blessé aussi et qui hurlait « Je ne veux pas mourir, au secours, je ne veux pas mourir, je me noie ». On a frôlé le drame. Heureusement, la vague a giflé le bateau dans le chenal du port de l'île de Sein et les secours repêchent les 2 passagers en seulement un quart d'heure. De bien longues minutes pour le mari de Catherine Collet. Le gros moment de panique que j'ai eu quand je me suis relevé, d'abord j'ai vu mon fils tout de suite à côté, donc je me dis t'es là, où est maman, où est maman? Et il y avait une dame à côté je lui dis Catherine ça va? La dame se lève, elle avait un pantalon vert, donc c'était pas Catherine, on se lève et on commence à crier partout Catherine, Catherine, et elle était pas là, puis on se regarde, c'est pas possible, on n'y croit pas. Le Raz de Sein est réputé pour ses forts courants et les marins connaissent ces vagues déferlantes. La compagnie qui assure la liaison avec l'île n'en avait pourtant jamais essuyé. C'est un phénomène qui est très rare et difficilement explicable. Je crois que c'est la première fois dans la compagnie qu'on a à faire face à ce type de très fortes vagues, très forte déferlante, donc qui vient provoquer ce type d'accident. Sur les 130 passagers, 19 personnes blessées ont été prises en charge dans un poste médical avancé. Ce matin, l'Enessun a repris la mer après inspection des gendarmes de Brest. Dans le Tarn-et-Garonne à Castel-Sarrazin, une course-poursuite entre une voiture et des gendarmes a fait 2 blessés graves. 3 mineurs étaient à bord de la voiture, repérés par les gendarmes après un excès de vitesse. Pris de panique, ils ont renversé une vieille dame à vélo sur leur passage. Les gendarmes ont alors ouvert le feu sur le conducteur, Perrine Bonnet, Sylvain Daubat. La course folle s'est achevée dans cette petite rue calme de Castel-Sarrazin. Hier, en début d'après-midi, à quelques kilomètres de là, une patrouille de gendarmes se lance à la poursuite d'une Clio qui roule à très vive allure. À bord, 3 mineurs. Le conducteur, qui n'a pas le permis, accélère encore dans les ruelles du village. Et là, le véhicule renverse une femme de 74 ans qui était dans cette rue très étroite. Et passe sur cette dame. Donc les gendarmes ont décidé là d'arrêter ce véhicule. Pour l'arrêter, l'un des gendarmes décide de se servir de son arme. Il tire et atteint le jeune conducteur à la mâchoire. Soi-disant, ils lui ont tiré dessus pour pas mettre les gens en danger, mais en les tirant dessus, en conduisant, ils mettent quand même la vie en danger du public. Donc moi je comprends pas, non. Pour moi c'est une injustice, franchement c'est vraiment une injustice. Tirer là, c'est le tuer quoi. Le jeune homme a été opéré cette nuit, ses jours ne sont pas en danger. Quant à la dame âgée renversée, elle souffre de plusieurs fractures. La police a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes de cette course-poursuite.
Ne pas oublier que les dons de plaquettes, de sang et de moelle osseuse peuvent sauver des vies. C'est le message qu'ont voulu faire passer une nouvelle fois les marches contre la leucémie organisées aujourd'hui un peu partout en France, comme ici à Nice pour la 5e année consécutive. L'association Laurette Fugain souhaitait que ces manifestations symbolisent la vie. Attendre, espérer, trouver un donneur, voilà le quotidien des malades. C'est le cas de Franck Mazéas, âgé de 34 ans, qui souffre d'une leucémie. Nathalie Sapena, Marie Cros. Prisonnier d'une chambre stérile pour cause de leucémie. Une photo de Franck Mazéas qui date de l'année dernière, mais aujourd'hui il n'est toujours pas sorti d'affaire après 5 ans de lutte contre le cancer du sang. J'ai la chance de faire le traitement à la maison, parce que c'est vrai que les chambres stériles c'est quelque chose qui est horrible, c'est pénible. Ce qui me fatigue c'est plus, je sais pas, psychologiquement, ouais, le fait de ne pas travailler, de rester à la maison, de pas faire grand chose en fait, finalement de sa vie quoi. La maladie et le traitement détruisent ses plaquettes sanguines, ce qui oblige Franck Mazéas une fois par semaine à se faire transfuser à l'hôpital. Cette transfusion est vitale. Le nectar. Ouais. Sans ces plaquettes, il est à la merci d'une hémorragie mortelle au moindre choc, des plaquettes qui souvent manquent. La pénurie, ça dépend en fait de la période de la disponibilité des donneurs. En période de vacances, c'est vrai qu'il y en aura moins. Quand on vous dit qu'il va falloir attendre parce qu'il n'y a pas de plaquettes qui sont arrivées, vous vous dites quand même c'est pas juste, quoi, c'est pas normal. Il y a plein de gens qui sont en pleine santé et qui manquent d'informations justement, vont pas donner. Il faut plus de donneurs car le don de plaquettes est moins connu que le don de sang. C'est pourquoi toute la famille de Franck Mazéas est venue à Paris cet après-midi. Femmes, sœurs, neveux, pour participer à la marche en faveur du don. On connaît tous cette situation, donc on ressent la même chose, les malades ressentent le même besoin de ce don. 55 000 dons de plaquettes sont réalisés chaque année, mais difficulté supplémentaire, les plaquettes ne se conservent que 5 jours. Il faut aussi trouver des donneurs pendant les week-ends prolongés et les vacances. Voilà une nouveauté pour le marché des téléphones portables. Dès demain, les 50 millions de clients auront la possibilité de changer d'opérateur tout en conservant leur numéro de téléphone et cela en seulement 10 jours. Un progrès certes, mais dans de nombreux pays, le changement se fait déjà du jour au lendemain. Bruno Timsit, Bernie Mériot. Pour pouvoir toujours être joint sur son portable, lorsqu'on change d'opérateur, une seule solution, garder le même numéro. Indispensable pour la plupart des 50 millions d'utilisateurs français de téléphones mobiles. Quand vous avez des contacts, si vous ne gardez pas le même numéro, vous perdez tous vos contacts. Ça nous évite de faire des changements auprès de tous nos correspondants. Avec tout ce qu'on a à faire dans la vie quotidienne, ça fait une contrainte en plus. Jusqu'à présent, il fallait 2 mois pour changer d'opérateur sans changer de numéro. Un délai décourageant réduit dès demain à 10 jours. Le dispositif est appelé portabilité. Les 3 grands opérateurs n'ont plus le choix, ils devront se plier à la règle. Les 3 opérateurs mobiles n'ont jamais voulu jouer le jeu de la portabilité pour une raison très simple, c'est que la portabilité permet de ramener de la concurrence et que les 3 opérateurs ne veulent pas qu'il y ait de la concurrence sur ce marché. Désormais, fini le parcours du combattant. Plus besoin d'insister pour résilier. Il vous suffira d'appeler votre nouvel opérateur, c'est lui qui se chargera de mettre un terme à votre ancien contrat. Des clients en perspective pour les derniers arrivés sur le marché français. 10 jours, c'est encore long. C'est encore long. Il faut aller plus loin. D'ailleurs, les autres pays au monde, que ce soit les pays d'Europe du Nord, anglo-saxons, aux États-Unis, au Canada, au Japon, on peut changer d'opérateur en 24 heures. Pour attirer les clients, les nouveaux opérateurs vont multiplier les offres commerciales. Bouygues, Orange et SFR détiennent pour l'instant plus de 90% du marché. Attention sur les routes ce soir, 2 morts, 6 blessés, c'est le dramatique bilan d'une collision entre 2 voitures ce matin à l'Aube sur la nationale 407 à la hauteur de Vienne dans l'Isère. On ne connaît pas pour le moment les circonstances du drame et Bison Futé avait vu rouge pour les retours du week-end et il a eu raison. Vous avez été nombreux sur les routes cet après-midi, comme vous le voyez ici, non loin de Paris, au péage de Saint-Arnoux. L'Ascension est l'un des week-ends les plus chargés de l'année. Politique, la campagne législative est lancée et les ministres du nouveau gouvernement Fillon ont très vite choisi l'action, chacun multipliant les premières visites symboliques, tour d'horizon des uns et des autres avec Hélène Hugues et Martin Gouès. La star du Festival de Cannes ce soir, incontestablement, Christine Albanel, qu'il fait bon à être nommée ministre de la Culture au mois de mai. Sur le terrain, elle aussi, Rachida Dati, mais un terrain plus austère.
Après la prison de Fleury-Mérogis vendredi soir, la garde des Sceaux était ce matin au tribunal de Créteil. Et aujourd'hui, je souhaitais rendre hommage aux magistrats de permanence, aux fonctionnaires et aux greffes, parce que la justice fonctionne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour la protection des Français. Aujourd'hui, l'ex-porte-parole de Nicolas Sarkozy ne sera pas plus loquace. Ni veste ni cravate, dimanche au ministère du Travail, le jean est permis, mais le travail est obligatoire. Xavier Bertrand a réuni ses collaborateurs, pas une minute à perdre. Et le cabinet sera complètement bouclé mardi soir ou plus tard. On voit en tout début de semaine là, les différents services, sur les questions heures sup, aussi perspectives, service minimum. Heures supplémentaires, service minimum, 2 dossiers à traiter en priorité. Surtout les dossiers, je vous l'ai dit, sont prioritaires. On en a parlé pendant la campagne, on n'a pas renvoyé au calende. On a dit de toute façon que ça serait dès maintenant. Donc bien conscience qu'il n'y aurait pas de période d'échauffement, qu'il n'y aurait pas de période justement de temporisation pour rentrer de plein pied. Roselyne Bachelot est arrivée sans prévenir à son ministère et ce qui doit arriver arrive. Mon bureau est fermé en plus. C'est le château de la Belle au Bois dormant. Hein. Heureuse d'être ministre, de faire la une des journaux, Roselyne Bachelot ne boude pas son plaisir. Stendhal écrivait que le bonheur était la condition de la réussite. Avoir votre sourire sur des images, pas d'inquiétude. Studieuse et appliquée Christine Boutin, elle se fait expliquer par le menu la politique de la ville et prend des notes. Donc voilà la géométrie globale de la manière dont fonctionne la politique de la ville actuellement. Dans la cour, il y a comme un air de famille, la mère et les sœurs de la ministre achèvent leur première visite au ministère. Ça me touche beaucoup et je suis contente pour elle. Pour le président Sarkozy, au contraire, c'était un week-end de détente. Après 3 jours en famille au fort de Brégançon, il regagne l'Élysée ce soir. Du côté du Parti Socialiste, François Hollande accusait ce matin sur France Inter le président de la République de vouloir déstabiliser la gauche avec, je cite, ses débauchages, allusion à l'ouverture au sein du gouvernement. Et justement, Éric Besson, l'ancien monsieur économie du Parti Socialiste devenu nouveau secrétaire d'État, était de retour sur ses terres ce week-end à Donzère, dans la Drôme. Comment le député-maire a-t-il été accueilli? Caroline Thébault et Philippe Fivet étaient sur place. Premier week-end sur ses terres en tant que secrétaire d'État. Éric Besson, député maire de gauche dans la Drôme, ex-dirigeant du Parti Socialiste en charge des questions économiques et depuis vendredi membre d'un gouvernement de droite. Beaucoup disent qu'il a retourné sa veste, lui reste indifférent aux critiques et aux injonctions de son GPS. Franchement, prenez à gauche. Non, je ne veux pas tourner à gauche. J'étais peut-être traître à mon parti, le Parti Socialiste, mais je crois que lui avait trahi son histoire et ses convictions au regard du progrès. Je n'ai pas été traître ni à mes convictions, ni à mon pays. À Donzère, la ville dont il est maire, cette nomination fait débat. Pourquoi il a quitté l'un pour aller à l'autre, pour pouvoir grimper plus vite? Bah oui. Ah là là. Non, ça me choque pas du tout, je suis contente et bon bah ça veut dire qu'il se remet en question, il réfléchit et il change. Et il nous a un peu trahi, pardi. C'est la personne qu'il fallait. Fayot, il pense le contraire. Ça va, ça va bien. Réaction plus polissée quand le nouveau secrétaire d'État assiste au match de foot de son fils. Juste quelques félicitations de rigueur, mais Éric Besson reste convaincu de sa popularité. Je fais avec vous le pari que si je me présente aux élections municipales, personne ne bâtira une liste face à moi. Une candidature sans étiquette, dit-il. Quant au prochain match, les législatives, Éric Besson ne se représente pas, il restera spectateur. Et Jean-Marc Ayrault, le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, a demandé aux électeurs de Ségolène Royal de ne pas se démobiliser ce soir. On l'écoute. Ces différents ministres, on le voit bien, n'auront aucun pouvoir. Car il y a un côté factice dans ce qui est en train de se passer depuis quelques jours. C'est à ça que je faisais allusion. Le côté glamour, on se prend pour John Kennedy, on part en yacht payé par un milliardaire, après c'est yacht, plus jogging, plus manger à la cantine. Mais pourquoi faire? Pour une campagne électorale, les ralliements qui sont là n'ont qu'un but, c'est jeter le trouble dans le camp de la gauche, c'est écraser les centristes. Il est pas rien. Je ne pense pas que ça marchera. Et l'ouverture n'a pas fait que des heureux. Les places au sein du nouveau gouvernement étaient chères. Certains rêvaient d'un ministère, ils en ont même été consultés et ont fini par y croire avant de se retrouver recalés. Mais pour la plupart, pas le temps de déprimer ou d'avouer sa déception. C'est le cas de Patrick Devedjian. L'heure est désormais aux législatives. Ahmed Tazir et Mathieu Drejoux.
Allez, vendez. Pour un peu ce matin, les habitants d'Antony n'auraient pas salué leur député, mais un ministre. J'attendais votre nom avec impatience. Ah ben vous savez, d'abord j'ai plein d'autres choses à faire. Ah bon? Et il va vous donner quelque chose quand même. Oui, vous inquiétez pas, Ah bon? je vais m'occuper du parti. Oh, mais j'ai le temps, je suis encore jeune. La vie continue. La vie continue pour ce fidèle parmi les fidèles de Nicolas Sarkozy. Patrick Devedjian rêvait du ministère de la Justice, mais il a dû s'incliner devant le choix du président. Sincèrement, vous n'êtes pas un peu déçu au fond? Non, écoutez, j'ai eu un petit moment de déception, bien sûr. Je dirais le contraire, vous ne me croiriez pas. Mais il y a tellement de choses à faire et la vie politique est tellement changeante, ça évolue très vite, vous savez. Une vie politique qui évolue pour se consoler. Argument retenu par les commerçants du marché. C'est parce qu'on n'est pas ministre qu'on ne sert à rien. Il peut avoir un poste important autre part. Mais l'absence du député Devedjian dans le gouvernement Fillon sert d'argument de campagne aux socialistes. Vous savez, quand il faut laisser la place aux traîtres, aux ralliés alimentaires, qu'est-ce qui reste? Il reste les copains-copains, et parmi les copains-copains, apparemment, c'est pas le meilleur. Nicolas Sarkozy m'a demandé de prendre la responsabilité de l'UMP. C'est une belle responsabilité, et dans le combat politique qui vient, croyez-moi, il y a de quoi faire. Donc, je n'ai pas de frustration. Pas de frustration, patron de l'UMP et certainement aussi patron du Conseil général des Hauts-de-Seine. Un budget de près de 1,7 milliard d'euros. Largement supérieur, nous confie-t-il, au budget d'un ministère. Justice, demain s'ouvrira à Versailles le procès de Claude Lipski. Cet homme, âgé de 74 ans, n'en est pas à sa première affaire. Il est surnommé l'escroc du siècle. Cette fois, on le soupçonne d'avoir escroqué 400 militaires avec de faux placements. Lionel Feuerstein et Vivien Roussiel. À 76 ans, Claude Lipski, surnommé l'escroc du siècle, n'a plus la force de se cacher comme autrefois. Dans les années 70, il s'était enfui en Israël. L'homme était alors impliqué dans l'affaire dite du patrimoine foncier. 6 millions d'euros dérobés à 13 000 épargnants, persuadés de faire des profits juteux dans l'immobilier. Arrêté, il est condamné à 8 ans de prison. En 1987, Claude Lipski a une nouvelle idée. Monter une société de placement pour les petites économies des militaires français à l'étranger. Il embauche un général à la retraite et un colonel de l'armée de l'air, Claude de Rusco. Comme il sortait de l'armée, je me suis dit, il est très bien introduit là-bas. Sur les bases de Djibouti et Dakar, les deux officiers réputés promettent des rendements sûrs, de l'ordre de 10 à 15%. Près de 400 militaires se laissent séduire. Ils avaient l'avantage de venir vers nous. C'est des frères d'armes, des gens en qui on fait toute confiance. Les versements affluent sur le compte de Claude Lipski pour atteindre au final près de 30 millions d'euros. Mais au bout de quelques années, quand les militaires souhaitent récupérer leur argent, ils se rendent compte que les caisses sont vides. L'enquête a démontré qu'il y a eu à peine quelques placements au début, et non pas à des noms d'investisseurs, mais à son nom propre. Que sont devenus les millions de francs qui ont été versés sur vos comptes? Ils ont été perdus dans le crack qui a eu lieu sur les sociétés. Nous avons fait des investissements sur des actions, sur des biens immobiliers. Monsieur Lipski, pourquoi on n'en retrouve aucune trace? Parce que la comptabilité a été pillée et qu'on n'a jamais rien retrouvé. Vous n'êtes pas un voleur? Je ne suis pas un voleur. Je n'ai pas été élevé comme ça. Ces militaires savent qu'ils ont peu de chances de revoir leur argent. Claude Lipski l'a-t-il caché quelque part ou ses fonds se sont-ils envolés dans le crack asiatique comme il le prétend? L'homme encourt 10 ans de prison. À l'étranger, avec au Liban cette explosion de violence au nord du pays, la ville de Tripoli a été aujourd'hui la scène d'affrontements qui ont fait 37 morts lors de combats entre l'armée et un groupuscule palestinien réputé proche d'Al-Qaïda. Philippe Rochaud. C'est un nouveau foyer du terrorisme qui s'est ouvert dans la ville de Tripoli. L'armée libanaise est ici aux prises avec un groupe baptisé Fatah el-Islam qui s'est implanté et développé dans le camp palestinien de Nar el-Bared. Elle va perdre 15 de ses soldats dans cette bataille qui déborde aussi sur la ville, mais elle est encouragée dans ce combat par la population de Tripoli. Le groupe Fatah el-Islam se réclame de l'idéologie d'Al-Qaïda. Il est composé de combattants sunnites fondamentalistes. On soupçonne la Syrie de les alimenter en armes et de semer le trouble au moment où se précise la création d'un tribunal pour juger les responsables de l'attentat qui a coûté la vie à l'ancien Premier ministre Rafik Hariri en février 2005. Damas a fermé ses frontières avec le Nord Liban comme pour dégager sa responsabilité dans les affrontements.
Ils en rêvent et ils travaillent pour. Avoir son bac dans quelques semaines sera pour des milliers de jeunes une première étape importante. Mais pour certains d'entre eux, tout se jouera peut-être en quelques minutes à l'oral. Une épreuve que certains n'osent pas affronter. Direction Chenevière, en banlieue parisienne, avec Jenny Briffa et Mathieu Drejoux. Ce n'est pas vraiment un lycée comme les autres. Dans cet établissement de la banlieue parisienne, à 3 semaines du bac, on travaille un peu plus dur qu'ailleurs. Vous avez 20 minutes, vous prenez votre temps parce que 20 minutes c'est long. Sébastien se prépare à l'oral du bac. C'est son 3e entraînement de l'année. Il n'y a pas une petite erreur là? Ah oui, non, la production du travail, c'est la production sur justement juste le facteur travail. Dans les autres lycées, les oraux blancs sont facultatifs. Ici, ils sont obligatoires parce que la moitié des élèves ne décrochera son bac qu'à l'issue de l'oral de rattrapage. Attention, c'est l'élasticité prix de la consommation. De la consommation. Vous pouvez me dire que vous ne savez pas. Je ne sais pas. On ne sait pas trop en fait vers où vous allez, on ne comprend pas bien vers où vous tendez. Donc faites un effort sur la forme. L'introduction, on ne comprend pas très bien que c'est une introduction, on ne sait pas trop quand est-ce qu'elle s'arrête, donc essayez d'être un peu plus clair, même juste en mettant des mots pour en introduction. Voilà. Le face-à-face avec l'enseignant, la peur de mal s'exprimer, autant d'éléments qui ici impressionnent plus qu'ailleurs. Certains élèves qui ont peur de l'oral, ils vont pas, c'est arrivé dans les lycées l'année dernière, des élèves qui refusent même de se présenter à l'oral. Pour une professeure, ça ne va pas lui changer sa vie, et nous, c'est en quelque sorte, ça nous change notre vie. Le jour de rattrapage, c'est par rapport à cet entretien qu'on peut avoir notre bac ou qu'on ne peut pas l'avoir. Ici, l'an dernier, le bac général a été décroché par 73% des élèves, bien en dessous des 86% du niveau national. Vous commencez par calculer sa dérivée. Ensuite, on étudie le signe de la dérivée. Pour améliorer ce taux, chaque mercredi, des professeurs font du soutien par petits groupes. Dans notre classe, on est 35 élèves quand même, donc le professeur ne peut pas s'attarder par exemple sur chaque cas, et donc forcément ici, comme on est moins, on peut mieux travailler et plus rapidement. Une aide essentielle pour ceux dont les parents ne peuvent pas leur expliquer les cours. Même avec des livres, des trucs sur internet, des conseils, j'arrive pas à revoir tout seul, et un professeur qui m'explique, c'est beaucoup plus simple. C'est une aide on va dire intéressante pour ceux qui n'ont pas les moyens de payer des cours particuliers. L'urgence pour l'instant, c'est de finir le programme à temps pour le bac. Le pétrole et le gaz. C'est-à-dire les matières premières. Les hydrocarbures, attention. Parce que tout le monde peut faire des études. Les hydrocarbures. C'est surtout effectivement un problème d'environnement familial, pas tant d'ailleurs un problème de ressources qu'un problème de prise de conscience par rapport à ce que peut leur donner l'école. Dans les familles aisées, ils vont plus aider leurs fils, plus les encourager à avoir des diplômes. Alors que nous, peut-être, ils vont nous encourager à aller travailler pour gagner de l'argent, qui n'est pas forcément dans le foyer, enfin, ça dépend. 10% des parents d'élèves sont au chômage. Le père de Sébastien, lui, est boulanger. Il n'a pas son bac, mais ses enfants l'ont tous décroché dans ce lycée de banlieue. Les meilleurs danseurs de hip-hop de France se sont retrouvés hier à Montpellier pour un affrontement spectaculaire. 12 équipes françaises étaient en lice pour décrocher une place en finale internationale, dont Figure de Style, un groupe dijonnais qu'ont suivi Véronique Gaglione et Cyril Paquier. À la base, Figure de Style, c'est 5 frères. Et puis des copains, noirs, jaunes, blancs, il y a de tout comme ils disent. Et qu'ils soient en répétition ou en compétition, ils inventent seuls leur chorégraphie. Un même tempo pour toutes leurs différences, un même plaisir contre toute leur colère. C'est comme le rap, ils essayent de donner leur message par les textes. Après, peu importe le style ou bien si on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, c'est revendicateur. Et nous, par la danse, c'est la même chose. La battle, c'est le combat entre deux groupes. Un danseur vient défier ceux d'en face. Phaseur aérien ou passeur plus au sol. Chacun s'expose et explose. Dans la rue, faut se battre pour exister sûrement, donc c'est montrer à l'autre qu'on est le meilleur, quoi. Donc c'est obligé de passer par un combat, ça peut pas être fraternel. Sans se toucher. Ouais, on reste dans les respects, quoi. Bah ouais, sinon ça serait plus de la danse. Le mouvement est né dans les années 70 et aujourd'hui s'impose comme une vraie discipline artistique. Les groupes français comptent parmi les meilleurs, 3 fois vainqueurs à l'international en 6 ans, et ce n'est pas un hasard.
Ça vient de quartiers où il y a beaucoup de population immigrée, où il y a beaucoup de gens justement qui sentent la musique et donc qui sont, je dirais, avec le rythme dans la peau, et c'est ça qui fait leur force en fait aux Français. À Montpellier, c'était une compétition franco-française avec les 12 meilleurs groupes du moment. Les Dijonnais de figure de style sont allés jusqu'en finale. Mais c'est ce groupe du Mans, Legitimate Obstruction, qui défendra en octobre en Allemagne les couleurs de la France. Souvent dans ce journal, nous vous parlons de la violence sur les terrains de football amateur. Agression d'arbitres, bagarres entre joueurs ou supporters. Les week-ends se suivent et se ressemblent depuis quelque temps. Mais est-ce vraiment une nouveauté? Pas vraiment, mais les violences sont désormais plus graves qu'auparavant. C'est le dossier de ce journal. Il est signé Franck Genozo, Valérie Lucas. Allez, on est parti les gars. Allez-y. Allez. C'est un match classé à risque par le district des Hauts-de-Seine. Il y a 15 jours, ces deux équipes se sont déjà rencontrées. Bon match, les gars. À la fin du match, le président d'un des deux clubs a été frappé par un joueur adverse dans le couloir des vestiaires. Cette fois, il y a bien quelques tacles appuyés. C'est bon, d'accord? Non, c'est bon, c'est terminé. Mais il n'y aura pas d'incident, car la rencontre a été minutieusement préparée. Nous sommes une semaine avant le match, réunion de médiation. Autour de la même table, dirigeants des deux clubs, représentants du district et même de la police. On sait très bien que ce genre d'incident, ça peut échauffer les esprits de certains, ça peut engendrer certaines rancœurs ou rancunes. Je pense qu'il y a eu un peu de tension par rapport aux équipes. Rien à voir avec une commission de discipline ici, on tente de désamorcer les rencontres sensibles. Son équipe pour que les deux équipes justement se rencontrent. Mais vraiment, soyez assurés qu'on fera tout pour que tout se passe dans de bonnes conditions. Résultat, un match avancé à 14 h au lieu du soir. Une présence policière ponctuelle et 3 arbitres officiels. Disproportionné, disent certains dirigeants, mais la majorité des matchs préparés ainsi se déroulent sans incident. Ça reste un match relativement simple. Ça se voit, c'est deux équipes qui ont envie de jouer au football, donc ça facilite quand même la tâche énormément. Mais tous les arbitres n'ont pas cette chance. Vincent a 19 ans. Il arbitre depuis 1 an et demi. Il y a 2 mois, il décide d'arrêter un match qui dégénère à Montreuil. À la sortie du vestiaire, un joueur et son entraîneur se jettent sur lui et le passent à tabac. Je prends un coup de poing au visage, je me retrouve ensuite au sol, et puis ces deux individus continuent de me mettre des coups de pied au visage. Les 2 hommes ont été radiés à vie. Vincent, lui, s'en tire avec 3 vertèbres cassées, 2 dents arrachées et malgré tout, l'envie de reprendre le sifflet. Et si j'arrête, ça voudrait dire tout simplement que ces personnes-là ont gagné, et non, elles n'ont pas gagné, et si on arrête, au bout d'un moment, il n'y aura plus de football parce qu'il n'y aura plus d'arbitre. Ce type d'agression est spécifique au football. En 5 ans, le principal syndicat d'arbitres en a recensé 500, contre 2 en rugby, 0 en handball et en basket. Les arbitres ne sont pas les seuls touchés. Cette saison, sur près de 500 000 matchs, plus de 5 000 ont donné lieu à des incidents, soit 1% des matchs, un chiffre qui cache une autre réalité. Des actes, effectivement, qui sont de plus en plus violents. Ils ne sont pas massivement et numériquement plus importants, mais il y a des exactions de plus en plus dures, de plus en plus graves. Pour éviter les violences, la fédération multiplie les opérations de prévention, notamment chez les jeunes, comme la lecture d'une charte du fair-play avant les matchs. Respectons les lois du jeu, nos adversaires, les arbitres, les dirigeants et le public. Ce protocole d'avant-match devrait déjà être généralisé à l'échelle nationale, mais dans les faits, rares sont les clubs à s'y plier. Dans le football amateur, difficile de faire changer les mentalités, et pourtant visiblement, le fair-play n'empêche pas de gagner. Football toujours avec cette fois la joie des joueurs marseillais qui ont enfin redonné le sourire à leurs supporters et à leur président Robert Louis Dreyfus en se qualifiant pour la Ligue des Champions. Victoire à Saint-Etienne de buts à 1. Lens, Bordeaux, Rennes disputeront la 3e place du championnat la semaine prochaine. À New York, l'art contemporain joue plus que jamais dans la cour des grands. En quelques heures, le marché de l'art vient de lui accorder une pluie de records. Les 2 maisons Christie's et Sotheby's, lors des ventes de printemps, ne s'attendaient pas à de tels sommets. 1,5 milliard d'euros d'enchères en seulement 48 heures. Reportage Martine Laroche-Joubert, Pascal Jouffriot. Match au sommet à New York. En compétition, les 2 plus prestigieuses maisons de vente aux enchères de la planète, l'américaine Sotheby's, l'européenne Christie's. Des échanges à l'artillerie lourde, munitions, le million de dollars.
L'enjeu, exploser les prix des œuvres d'art contemporain. Les enchères menées marteau et cœur battant. Vainqueur, cette toile de Mark Rothko, adjugée chez Sotheby's, près de 54 millions d'euros. Cette autre, d'Andy Warhol, 53 millions. Des chiffres vertigineux. Le marché de l'art est en émoi. Ces œuvres d'après-guerre atteignent les pics conquis par les impressionnistes et les peintres modernes. L'art contemporain est le plus facile à comprendre pour nous parce qu'il est de notre génération et parce que nous avons grandi avec lui. Les amateurs, très riches et très discrets. Américains, Européens, Asiatiques, Russes, pour la première fois, les prix s'affichent en roubles. Dans le secret, ils font monter les enchères par téléphone. Cette jeune femme représente une vingtaine de collectionneurs. J'ai parlé à un acheteur qui était à Hawaï en train de jouer au golf. Et j'ai parlé à un autre qui venait d'atterrir en Europe. C'est beaucoup de travail. C'est très drôle. Un demi-milliard d'euros de vente en 2 jours. La Marilyn Citron d'Andy Warhol s'envole sous une pluie de dollars. La vraie Marilyn aimait les diamants. Elle adorerait aujourd'hui les tableaux. Cinéma, avant de prendre la direction de Cannes, un petit détour pour un grand succès à venir. Moins d'un an après le numéro 2, Pirates des Caraïbes 3 arrive sur les écrans cette semaine. Un trésor pour les producteurs, du plaisir pour les spectateurs. Johnny Depp, des images éblouissantes et même parfois poétiques. Bref, on appelle cela un divertissement efficace. Abdel Mostefa. Jack Sparrow est de retour, toujours aussi surprenant. Et je n'ai même pas eu besoin de boire une seule goutte de rhum. Et politiquement incorrect, alcoolique notoire, maniéré, pleutre. Johnny Depp est à milieu des clichés des films de pirates. D'ailleurs, quand chez Walt Disney on avait découvert les rushs du premier épisode, on avait failli tout arrêter. Certains producteurs avaient peur de mes choix, de la façon dont j'interprétais mon personnage. Ils se demandaient où j'allais avec le capitaine Jack. Ils disaient « Mon Dieu !» Mais il nous pourrit notre film. Je suis assez fier de moi. Finalement, le premier film est un carton. Le second fait mieux encore, 3e de tous les temps au box-office, derrière Titanic et Le Seigneur des Anneaux. Depuis, on ne lésine plus sur le budget. 200 millions de dollars pour reconstituer en studio un Singapour du XVIIIe siècle. Ou pour oser imaginer un combat à la fois titanesque et romantique. Elisabeth, veux-tu m'épouser? Je ne crois pas que ce soit le moment idéal pour ça. Il faut prendre des risques, que les séquences s'entrechoquent. Il faut expérimenter pour voir ce que ça donne. Il faut de l'audace. Mercredi, avec ses anciens et nouveaux personnages, dont le Rolling Stone, Keith Richards, Pirates des Caraïbes 3 affrontera dans les salles le gros succès du moment, Spider-Man 3. On verra alors qui de l'araignée ou du pirate a la plus grande sympathie du public. Direction Cannes maintenant avec son festival, sa croisette, mais également ses yachts de luxe à Marais dans la baie. Un deuxième Cannes en quelque sorte sur l'eau où se déroulent dîners et fêtes somptueuses. François-Julien Piednoir et Michael Cariot sont allés tester l'ambiance. À Cannes, il y a autant de palmiers sur la terre ferme que de bateaux sur l'eau. La baie grouille de palaces flottants et notre mission ce soir, se faire inviter sur un yacht à l'heure de l'apéro. Les premières tentatives d'abordage Ma possibilité de monter sur le bateau tombent à l'eau. Ici, une soirée très privée. Là, les propriétaires allemands ont quitté le navire pour monter les marches du palais. On peut venir prendre un verre sur votre bateau? Comment ça se passe? Ah non, c'est un bateau privé. Des Anglais, on a peut-être une chance. Malheureusement, impossible d'entendre les explications du capitaine. Un peu plus loin, ce yacht de la famille saoudienne vient de s'échouer. 108 mètres de long, 100 millions d'euros enlisés dans le sable. On n'a même pas tenté de monter. Visons alors plus modeste, si l'on peut dire. Ce yacht suisse à 6 millions d'euros. Et bingo, à l'abordage, attention. Nous sommes invités sur le pont pour trinquer avec le propriétaire. Il travaille dans la construction. Coût d'entretien de son bijou, 100 000 euros par an. Chaque jour, ça coûte cher un bateau comme ça? Oh là là, c'est cher. Parce qu'on a toujours des choses à faire, on doit avoir un capitaine. Mais la vie sur le bateau, c'est tellement différent, c'est relaxation. Et on doit payer ça. 19h30, Paris réussi. Mais le plus dur maintenant, c'est de redescendre sur terre.
Et puis Cannes toujours, mais côté marche du Palais, cette fois avec la célébration officielle ce soir du 60e anniversaire du festival. Pour l'occasion, tous les plus grands réalisateurs et acteurs de la planète sont présents. Pedro Almodovar, Isabelle Huppert, Gérard Depardieu, Roman Polanski, Wim Wenders, la croisette était en émoi avec de nombreux bains de foule de stars, comme Sharon Stone ou encore Alain Delon. Ils font partie des invités de cette soirée de prestige. Tout cela en présence de la nouvelle ministre de la Culture, Christine Albanel. Et le public de Cannes a confirmé que Leonardo DiCaprio était bel et bien l'une des stars les plus adulées du moment. L'acteur américain venait présenter un documentaire sur l'état de la planète. La 11e heure est un film militant dans la droite ligne de celui d'Al Gore il y a quelques mois. Emmanuel Lambert et Vincent Bouffartigue. Leonardo DiCaprio, une star hollywoodienne. Avec lui, les filles hurlent, les flashs crépitent, l'assurance d'une montée des marches très remarquée. Ce que l'on sait moins, c'est que l'acteur américain est un fervent défenseur de l'environnement. D'ailleurs, cette année, il est à Cannes comme producteur pour présenter le film La 11e heure, un documentaire sur l'état de notre planète. Nous faisons face à une convergence de crises qui toutes menacent la vie elle-même. Réchauffement climatique, pollution, urbanisation exponentielle, La 11e heure décrit un monde malade où l'homme serait menacé d'extinction. 60 experts renommés apportent un éclairage sur les raisons du désastre et les éventuelles solutions. C'est un combat qui me passionne. Pour moi, il n'y a pas de problème plus important au monde. J'étais très actif et puis j'ai eu envie d'utiliser mes compétences, faire un film sur le sujet. Cela fait 10 ans que l'Américain est militant. À son actif, une fondation, un site internet et 2 courts-métrages éducatifs. DiCaprio, star engagé. Vous votez à chaque fois que vous achetez quelque chose. Moi, je choisis des produits écologiques. J'ai une voiture hybride et des panneaux solaires sur mon toit, par exemple. D'ailleurs, pour venir à Cannes, pas de jet privé, mais un vol commercial. Et depuis son arrivée, il circule en voiture électrique. Mais comme à chaque fois, sa présence sur le tapis rouge a des effets dévastateurs. Leonardo DiCaprio est sans nul doute responsable du réchauffement de la croisette. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo, Laurent Romeshko. 20h50, le film 3 avec Brad Pitt et Diane Kruger. 23h45, faites entrer l'accusé concernant l'affaire Caroline Dickinson avec Christophe Ondelat. Demain, 13h, Élise Lucet. 20h, David Pujadas. À très bientôt. Très belle soirée à vous.